Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler exclusivement bande dessinée et si vous aimez tout ce qui est littérature SFFF, je pense que ça va vous plaire. Je vous ai préparé une petite pile à lire de BD pour vous lancer donc dans ce genre. Vous me connaissez, j'ai eu beaucoup de mal à trier, donc ce que je vous propose c'est que je vais les prendre, je prends la première qui est sur la pile. Les 10 sont vraiment très bien. Il y en a peut-être une ou deux qui sortent pour moi vraiment du lot et dans ces cas-là je vous le dirai. Si ça vous intéresse, je pense que vous pouvez y aller. Les yeux non pas les yeux ouverts, les yeux fermés. Les yeux ouverts, oui c'est mieux. Alors on commence tout de suite cette sélection avec le tome 1. Alors je vais vous présenter à chaque fois que les tomes 1 parce que sinon je vidais mes bibliothèques. Ça devenait un peu lourd. Donc là on est sur De Cap et de Croc, une série donc de fantasy chez Delcourt, scénarisée par Alain Hérol et dessinée par Masbou. C'est une série qui a été commencée dans les années... Oula, je vais m'épargner. Dans les années 90 et qui a été terminée il y a à peu près 10 ans. Il y a 10 tomes. Nous, ouais, on a 10 tomes et je crois qu'ils ont rajouté 2 autres tomes. Alors les 2 autres tomes, ce sont des tomes qui se situent avant cette histoire. Donc c'est des préquels. Mais c'est terminé. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une série de fantasy ou animalière. Hop, vous voyez un peu le style de dessin. C'est très coloré, on suit les aventures d'un loup espagnol et d'un renard français qui partent à la recherche en fait d'un trésor. C'est très humoristique, il y a plein de références à des classiques de littérature française, notamment je me souviens il y avait Cyrano de Bergerac, vous avez aussi Don Quichotte, etc. Voilà, c'est très humoristique, c'est un dessin très rond, on est sur du semi-réaliste et c'est vraiment très chouette. Je vous le recommande vraiment, c'est léger. Si vous cherchez de la fantaisie humoristique, très légère, animalière, bah voilà, De Cap et de Croc fera tout à fait l'affaire. Ça rime. Alors, on passe à la suite. Nous allons parler donc de La Geste des Chevaliers Dragons. Alors là, c'est très différent. On n'est pas du tout sur de l'humoristique. C'est une série de fantasy où on est dans un monde où les dragons existent et quand ils apparaissent, il y a une sorte de... Ah, comment ça s'appelle de maladie, je crois que ça s'appelle le Veil, V-E-I-L, qui arrive, c'est une sorte de maladie qui se répand et toutes les personnes autour qui sont touchées, donc que ce soit la faune, la flore ou les humains, sont malades, deviennent fous et deviennent même des engences au service du dragon. Et seules les femmes vierges ne sont pas atteintes par ce mal. Donc on suit ce groupe de femmes vierges, donc c'est la Geste des Chevaliers Dragons qui est chargée en fait de détruire les dragons à chaque fois qu'ils apparaissent. Alors ce n'est pas terminé comme série mais je voulais quand même vous la présenter parce que c'est assez chouette. Il y en a beaucoup, je crois qu'il y a au moins 18 tomes mais chaque tome se suffit. Chaque tome est centré sur une chevalière et à chaque tome il y a un dragon qui apparaît et, ce dragon est battu en fait à la fin de ce même tome. Donc chaque tome se suffit et l'originalité c'est que chaque tome est dessiné par un dessinateur ou une dessinatrice différente. Ce qui permet d'avoir une certaine production et d'en sortir quand même pas mal. C'est sorti chez Soleil et c'est surtout scénarisé, donc celui-ci, donc tous sont scénarisés par Ange, c'est un couple. Je crois, enfin c'est un duo de scénaristes, et là c'est le premier tome, c'est dessiné par Varanda. C'est vraiment très différent de Cap et de Croc, hein. Pour le coup, si vous voulez quelque chose de très fantasy, chevalier, un peu plus bourrin, avec des dragons, un peu plus en mode heroic fantasy, La Geste des Chevaliers Dragons vous plaira mieux, je pense. Ensuite, on enchaîne avec le numéro 3. Alors là, le premier cycle, il me semble, est en passe de se terminer, ou voire est terminé. On est chez Delcourt, c'est les 5 terres, ça a été écrit il n'y a pas longtemps, c'est une série qui est assez neuve, assez récente. On est dans un monde, on a 5 terres, vous voyez il y a 5 continents, on est encore dans une série de fantasy animalière, c'est très courant, je me rends compte. Et chaque terre en fait, c'est une espèce qui est dominante. Vous en avez une où c'est les reptiles, il y en a une où c'est les loups, celle qui est au milieu et qui semble gouverner un peu toute la 5e terre, ce sont les félins. Vous avez les cervidés, je crois, et on est, voilà, la planche est magnifique là.
la double planche même. Et on est sur en fait on est sur la 5e terre au tout début, celle des félins, et le roi se meurt et malheureusement il n'a pas d'héritier mâle, il n'a que 2 filles et ça pose problème. Tout le monde est en train de se demander qui va reprendre le trône. C'est potentiellement le neveu, mais le neveu il a un caractère assez belliqueux, ce qui ne convainc pas à tout le monde. On est un peu sur une sorte de Game of Thrones animalier. C'est une série qui a beaucoup d'ambition. Je crois que le premier cycle va se terminer ou est terminé et ils espèrent en fait faire un truc comme 5 cycles. Enfin en gros il y aura une vingtaine de tomes. Je sais pas s'ils vont réussir à tout faire, mais bon, c'est très ambitieux. C'est très très beau et voilà, je pense que je vais la continuer. En tout cas ce premier tome est plutôt réussi. Alors pour le 4e on part à nouveau sur quelque chose de très différent. Je vais vous parler du sang du dragon. Là ça fait un petit moment, donc c'est Istin qui était au scénario et Michel au dessin, et là c'est chez Soleil dans la collection Celtique. Alors je sais pas si cette collection existe toujours. La couverture d'ailleurs est magnifique. Moi à l'époque c'est ce qui m'avait happé, c'est ce qui m'avait permis de l'acheter. Ça se passe en France, alors c'est la fantaisie celtique. On est en France, en Bretagne, et on baigne un peu dans tout ce qui est monde des Korrigans, des sirènes, un peu des elfes. Vous avez aussi le Mont Saint-Michel. Alors j'ai pas dit que le Mont Saint-Michel est en Bretagne, attention, sinon je vais me faire tuer. Donc on a un dessin qui est magnifique. On est là ici sur un groupe de pirates qui est mené par Hannibal Kyriadec, mais comment ça se fait que je me souviens de ce nom alors que ça fait une éternité que je l'ai lu? Je sais pas, cette BD m'avait vraiment marqué. Moi j'ai les 6 premiers tomes, ce qui correspond, ou 8 premiers tomes qui correspondent en fait au premier cycle, et déjà il y a une fin. J'ai pas acheté la suite. Tout simplement parce que j'avais, voilà, bon, c'est de l'argent et j'avais d'autres séries à acheter, mais déjà le premier tome, regardez ça, le premier tome, la première série est déjà super. Et il part à la recherche en fait d'un trésor. Il a une carte et il est baigné dans le monde des elfes, de la sorcellerie. Il y a aussi une sorte de conte, le conte Cagliostro, mais comment je me souviens de ces noms-là qui lui court après. On ne sait pas trop pourquoi, au fur et à mesure, on en apprend un peu plus sur le passé de ce capitaine. Et chaque tome est un peu centré aussi sur un membre de l'équipage, donc l'idée est vraiment très chouette. Et voilà, je vous le recommande, c'est très très bien. Alors, là on part sur un nouveau, là, un beau coup de cœur. Celui-là, c'est celui, vous pouvez le dire les yeux ouverts ou fermés, que j'aime beaucoup. On est chez Garulfo et c'est à nouveau Alain Hérol, le scénariste de Cap et de Croc, qui est ici, qui est d'ailleurs celui qui a écrit Les Indes Fourbes. J'adore ce scénariste, décidément. Et donc, Majorana, le Provost pour le dessin, et c'est à nouveau chez Delcourt. Alors là, c'est une série de fantasy plutôt légère, humoristique, un peu comme de Cap et de Croc. L'histoire, c'est une petite grenouille, alors attendez, hop, la lumière, une petite grenouille qui vit dans un marais, dans un étang, et qui en a marre de sa condition de grenouille, et en fait, elle envie les humains. Elle les trouve beaux, instruits, contrairement en fait, aux animaux qui vivent avec lui, qui sont... voilà, très animaux, très simples, et en fait il fait un vœu, celui d'être changé en fait en humain, et c'est ce qui va lui arriver. Je sais plus, c'est parce qu'il embrasse une princesse, je crois, peut-être, et donc il se retrouve en fait dans la peau d'un humain, mais imaginez une grenouille se retrouvant dans la peau d'un humain, donc il est hyper maladroit. Voilà, on le voit dans la peau, c'est Garulfo là, en humain, et ça va créer des quiproquos et des situations complètement loufoques. Et donc ça c'est le premier cycle, et il y a un second cycle que j'ai aussi, où c'est l'inverse. En fait c'est une histoire qui se passe en parallèle, où c'est un prince ou un chevalier, je sais plus, enfin une personne assez importante du royaume qui est mauvaise. Et la sorcière qui transforme, c'était une sorcière qui transforme Garulfo, en fait, lors de la transformation de Garulfo dans le premier cycle, eh bien, on apprend dans le deuxième cycle qu'il y a eu une inversion, c'est-à-dire que ce prince, lui, est devenu grenouille. Et pour apprendre à apprendre de ses erreurs et à devenir un meilleur homme. Et dans le deuxième cycle, les deux se rencontrent finalement, et Garulfo va l'aider. Donc on a ce prince dans le corps d'une grenouille, et Garulfo aidé par le prince grenouille. Ouais, voilà. J'espère que vous avez compris. Enfin voilà, c'est très chouette, c'est vraiment une très belle série et très réussie.
Non, c'est ici. Hop là, alors là on passe sur Volodrine de Chauvel et Le Curlet chez Delcourt. Delcourt d'ailleurs décidément et vraiment sort beaucoup de fantaisie. Là on est sur, on suit un humain, je crois que c'est une elfe et un nain. Alors ça fait très tolkienien je trouve comme monde dans Volodrine, il y a des orques et tout, des humains, des elfes, des nains. On est, alors de mémoire parce que je l'ai lu il y a très longtemps, et ce trio se retrouve en prison au tout début. Et on leur dit, bah voilà, vous pouvez échapper à la sentence capitale, ou si vous allez chercher une certaine personne dans le monde des orques, je crois. Et bon, voilà, en gros, la proposition est tellement alléchante que bah, ils y vont. Alors, le résumé est un peu léger, je vous l'accorde. Je l'ai lu il y a un petit peu longtemps. Ça m'avait laissé un très très bon souvenir. Les dessins à nouveau sont à couper le souffle. D'ailleurs dans mon top fantasy, là j'ai pas mis toutes les séries. Je sais qu'il y a la série Elf, Nain. Je l'ai pas mis tout simplement parce que je ne les ai pas lus. Ce qui me fait un peu peur, c'est une série qui est énormément à rallonge. Si vous les avez lus et que ça vaut le coup, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça m'intrigue en fait. Que je vois que ça a tellement de succès. Je me dis bon, ça va pas être si mal que ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est pas mal. Ensuite... Bon, on va passer à quand j'ai commencé à réfléchir à ce top. Cette BD m'est venue, on va dire, immédiatement en tête. C'est peut-être l'une des BD qui a relancé dernièrement la fantasy en bande dessinée. C'est L'Enfeuse de Troie. Alors c'est sorti dans le début des années 80... Non, pas début des années 90 que je raconte. Peut-être début 2000 plutôt même. Donc c'est Arleston et Tarquin. Et chez Soleil. Alors... L'Enfeuse de Troie, énorme succès. Là je vous présente le premier cycle donc, de Troie. Après vous avez d'autres cycles, c'est L'Enfeuse des Étoiles et vous avez L'Enfeuse Odyssée. Personnellement j'aime beaucoup L'Enfeuse de Troie, mais beaucoup moins la suite, ça m'a pas du tout happé. Donc je vous recommande surtout celui-là qui se suffit vraiment à lui-même, ce premier cycle qui fait 8 tomes je crois. Et à côté, je ne veux pas vous les présenter parce que bon on va déjà parler de L'Enfeuse, mais vous avez aussi toute la série Troll de Troie qui est d'ailleurs très bien. Alors je trouve que ça s'est éternisé après, j'ai un petit peu lâché. Mais bon, on se refocalise là-dessus. On est dans le monde de... Ah bah ça commence. Bon bref, c'est un monde de fantasy où la particularité c'est que les humains ont tous un pouvoir, moyennant qu'ils doivent se retrouver autour d'un sage, un mage. Ils ont des pouvoirs, ils ont tout, il y en a qui peuvent changer l'eau en glaçon. L'Enfeuse par exemple, il peut manier en fait je crois le feu. Alors c'est pas exactement ça, il sait fondre le métal. Pour un forgeron c'est très pratique. Et surtout L'Enfeuse a une particularité, c'est qu'il y a une épée qui a un pommeau spécial et il en est sensible, et dès qu'il touche ce pommeau je crois qu'il a tous les pouvoirs. Parce que cette épée au début à la base elle appartient à un chevalier et je crois qu'il doit la forger, et quand il touche le pommeau bah, il tombe dans la forge et normalement il devrait mourir, sauf que bah, il en sort vivant. Le mage, il y a un mage qui s'appelle Nicolette qui a 2 filles, Sixie et Sian, lui propose en fait de l'emmener voir Aikmul, voilà, c'est la grande ville, la capitale où se trouvent les grands sages, bah, pour leur montrer l'Enfeust et surtout leur expliquer son pouvoir. Sauf que entre temps, donc c'est tout le voyage pour aller à Aikmul, ils rencontrent en même temps un troll qui va être plus ou moins docile, enfin c'est surtout qui va être ensorcelé pour qu'il soit docile surtout. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais qui est vraiment super sympa. Donc ça fait vraiment une petite troupe atypique. Et on a un antagonisme qui est un pirate qui, comme L'Enfeust, possède le même pouvoir, c'est-à-dire qu'il est sensible au pommeau de cette épée. Il a en effet tous les pouvoirs dès qu'il la touche. Sauf que L'Enfeust est plutôt quelqu'un qui veut le bien, alors que le pirate, pas vraiment. Donc il faut pas que l'épée tombe dans de mauvaises mains, et voilà, c'est tout ce combat un peu entre les deux. Et voilà. Donc c'est super chouette. C'est bourré d'humour, il y a plein de références aussi, les personnages sont vraiment attachants. Ouais non, très chouette série. L'Enfeuse de Troie. Pour le coup, si vous voulez vraiment commencer dans la fantasy, la BD de fantasy, vous savez pas par où commencer, je pense que dans tout ce que je vous ai présenté, c'est peut-être cette BD cette série en 8 tomes que je vous recommande en premier. Voilà. Alors pour la suite on va parler d'une bande dessinée très humoristique, on va s'attaquer à Donjon. Alors là c'est une méga série avec plein de cycles, on est sur une 40aine de tomes. Alors là vous êtes en train de vous dire
Quoi? Non, vous inquiétez pas, en fait, vous avez... Alors, l'idée générale, on parle d'un donjon. Si vous aimez les jeux de rôle et les jeux vidéo, c'est un donjon de type, vous avez des monstres et il faut aller dans le donjon pour les battre et avoir le trésor. Sauf qu'ici, la particularité, c'est qu'on est à l'intérieur du donjon, on suit le gérant du donjon, le propriétaire. Et il y a tout un côté management des monstres, quels monstres il faut mettre pour pas qu'il y ait des chevaliers qui atteignent trop vite telle pièce, qui atteignent tel trésor, etc. Et donc chaque cycle est basé sur une période précise du donjon. Vous avez par exemple le donjon Zénith, c'est à l'apogée du donjon. Il y a le Potron Miné, je crois que c'est au tout début. Il y a donjon Crépuscule, c'est sur la fin du donjon. Donjon... Bon, il y en a d'autres, il y a plusieurs cycles comme ça, il y a Donjon Monster, c'est plus sur des personnages secondaires ou sur les monstres, etc. Moi je vais vous présenter Donjon Zénith parce que c'est clairement le cycle que je préfère. Celui-ci est terminé. Et ensuite, les aventures de ce petit canard, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui est un employé en fait du donjon, qui, comme vous pouvez le voir, qui est plutôt frêle, qui est pas costaud. Et il y a un jour, en fait, il y a deux monstres qui arrivent au donjon et qui vont voir le gérant pour le racheter. Et lui, il veut pas, et il trouve ça bizarre, en fait, et il dit à un de ses employés, le gérant, bah, va me chercher un barbare super fort, comme ça il va aller enquêter sur ces potentiels acheteurs que je trouve étranges. Et donc c'est ce petit canard qui est chargé d'aller chercher le barbare en question, sauf que il arrive à malheur, le barbare est tué par un monstre, et là il est un peu dans la mouise, et il se dit bon c'est pas grave, plutôt que de me faire virer, de me faire étrangler, je vais prendre les effets du barbare, donc c'est-à-dire sa ceinture, son épée, son plastron, etc. Et je vais moi-même me présenter comme étant le barbare. Donc il part donc à l'aventure. Le gérant, il a quand même des petits doutes, il dit c'est bizarre, et il demande à un autre employé qui s'appelle Marvin, qui est une sorte de dragon, un saurien. Marvin, c'est celui-ci là, on le voit ici. Et il lui dit bah va suivre comme le gars, parce que je trouve que le canard me paraît pas terrible. Et en effet, il a bien fait, parce que bah voilà, il a pas trouvé la supercherie, mais bah voilà, le petit canard, Herbert, voilà, le canard, va avoir un grand besoin de Marvin pour sa quête. Et il s'est bourré d'humour, surtout qu'en plus, donc il a l'épée, je crois que ça s'appelle l'épée du destin, et le ceinturon parle et il lui dit qu'en gros tu as une épée mais tu ne peux pas l'utiliser, parce que pour l'utiliser il faudra que tu aies fait 3 hauts faits, et mais à main nue. Autant vous dire que c'est mal barré. Et voilà, je vais pas vous raconter la suite, mais il y a encore d'autres trucs, c'est l'escalade à chaque fois, et c'est vraiment très très drôle. Si vous aimez moyennement la fantasy, mais vous aimez tout ce qui est, on va dire, un peu critique des codes de la fantasy, etc., ça peut vous plaire. C'est très chouette. C'est chez Delcourt par Johan Sfar et Lewis Trondheim au dessin. Voilà pour ce premier tome de Donjon Zénith. Alors pour la suite, on va parler de fantasy orientale. On est chez Oko, toujours chez Delcourt, par Hub, au scénario et au dessin. Et là, je vous présente donc le premier cycle. Chaque cycle est en 2 tomes, donc l'avantage c'est que ça demande pas beaucoup d'investissement. Donc là, c'est le premier tome du cycle de l'eau. Oko, on est dans un monde où on suit Oko, qui est un ronin, qui est un chasseur de monstres, en gros. un peu un witcher, un sorceleur. Et il est accompagné d'une équipe qui est assez cocasse, notamment un moine qui est très adepte du saké. Il y a un jeune garçon qui suit un peu les préceptes du moine, qui est son élève. Et il y a aussi, comment il s'appelle, il y a une sorte de gros soldat qui a toujours la tête cachée, on ne sait pas trop ce qui est derrière. Bon, moi je pense, enfin je me rappelle plus si on le voit à un moment, mais ça va être une sorte d'ogre, un truc comme ça. Donc voilà, on suit les aventures en fait de cette petite troupe atypique qui chasse en fait un peu les monstres, et il se passe aussi bien d'autres choses dans Oko. C'est très sympa, les visuels est magnifique. D'ailleurs, donc Hub, il a fini Oko, maintenant c'est terminé. Il a fini tous ses cycles. Et je crois qu'il s'est attaqué, on m'a dit, à une série sur les Aztèques. Et je ne les ai pas encore vus. Pour finir, on va parler de la quête de l'oiseau du temps, de l'Oiselle et le Tendre.
chez Dargo. Là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus vieux, puisque je crois que c'est dans les années 80 que ça a été débuté. Série en 4 tomes avec un préquel ensuite de 4 tomes. La quête de l'oiseau du temps, ça raconte en fait vous avez un dieu qui est dans une prison et qui s'apprête à en sortir, et il y a une sorcière qui a trouvé en fait dans un grimoire l'incantation qui permet de le maintenir dans cette prison là, sauf que le souci c'est que l'incantation est très longue, et tellement longue que c'est impossible à la faire. Heureusement l'oiseau du temps va permettre, c'est une créature qui a un pouvoir particulier, c'est de figer le temps, et donc de pouvoir faire donc cette incantation sereinement. Sauf qu'il va falloir aller chercher l'oiseau du temps, d'où la quête de l'oiseau du temps, et pour cela la sorcière elle va envoyer sa fille qui s'appelle Pélis, et accompagnée d'un chevalier qui est l'ancien amant de la sorcière, et ensuite ensemble ils partent à la quête de cet oiseau. C'est très chouette, le monde est vraiment très bien fait, c'est de la fantaisie vraiment pure et dure, avec ses créatures, son univers, ses rebondissements. C'est très chouette, je vous le recommande si vous n'avez encore jamais tenté l'oiseau du temps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'était assez varié, je trouve, comme sélection. J'ai essayé de trouver un peu de tout pour que chacun y trouve son compte. Et ben voilà, je pense que je vais refaire à peu près ce même genre de vidéo, mais pour les BD de science-fiction et d'autres genres, si ça vous intéresse, de la jeunesse, la science-fiction, etc. Pour vous donner le goût un petit peu à la bande dessinée, parce que je trouve que malheureusement c'est dommage, je trouve qu'on n'en parle pas assez sur YouTube. Alors qu'il y a de chouettes univers à découvrir en bande dessinée aussi. Voilà, à très bientôt, des bisous, salut, ciao ciao.